Quand j'explique le principe des sous-personnalités à mes patients, je commence toujours par leur expliquer l'image du bus. C'est le moyen le plus simple de comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. C'est comme si dans votre tête, il y avait un bus. Le bus, il va passer sur la route et la route, c'est votre vie. Dans le bus, il va y avoir toutes sortes de sous-personnalités. En fait, toutes les versions de vous. La version de vous quand vous êtes en colère, la version de vous quand vous êtes au travail, la version de vous quand vous êtes sensuel, sensible, etc. Plus égoïste, plus altruiste, il y a un petit peu de tout. Et vous allez mettre au volant la personne la plus pertinente sur le moment. Quand vous traversez une zone, par exemple professionnelle, où il faut avoir une posture sérieuse, etc., vous allez mettre la sous-personnalité professionnelle au volant et vous allez avoir un comportement plus professionnel. Quand c'est le moment ensuite un peu plus loin, la fin de la journée, d'aller jouer avec vos enfants, là, vous allez mettre une autre sous-personnalité qui va peut-être être amusante, plus libre, etc. Mais peut-être que vos enfants vont se disputer et qu'à ce moment-là, vous allez devoir mettre la sous-personnalité policier pour régler le conflit ou remettre un petit peu d'ordre s'il dépasse les limites. On a toutes les sous-personnalités possibles, il y en a vraiment plein de différentes. En analyse transactionnelle, on va les sélectionner en parents, enfants, adultes. En voice dialogue, qui est un peu la même chose, mais expliqué différemment, on va aller beaucoup plus loin dans des subtilités dans les sous-personnalités. Donc aujourd'hui, on ne va pas trop se préoccuper de ça, on va se souvenir que aucune n'est bonne ou mauvaise. Mais quand on a grandi, on va laisser certaines sous-personnalités derrière et on va mettre en avant d'autres sous-personnalités. Les sous-personnalités qui ont été valorisées dans notre enfance, elles vont passer en premier, et les sous-personnalités qu'on va réprimer, ce sont celles qui ne nous ont pas aidés ou pour lesquelles on a été humilié, rejeté, etc. Typiquement, celles que nos parents n'aimaient pas. Les sous-personnalités primaires, c'est les sous-personnalités qu'on va mettre à l'avant du bus et qu'on va utiliser le plus souvent. Ça va être les sous-personnalités dans lesquelles on se reconnaît. Quand je demande à mes patients quelle est votre personnalité, ce qu'ils vont me dire, ce sera leur sous-personnalité primaire. Et la plupart du temps, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Si on a mis en primaire l'une, on a derrière en réprimé l'autre. Si on est altruiste en personnalité primaire, on a une partie égoïste qu'on a réprimée et ainsi de suite. Les sous-personnalités primaires, c'est donc des choses dans lesquelles on va se reconnaître et qu'on va valoriser, qu'on va mettre en avant. C'est aussi des choses qui vont être sûres. Je suis sûre de moi, je suis sûre de qui je suis, je m'identifie à ces sous-personnalités-là. Les sous-personnalités réprimées, on va se dire qu'on n'est pas comme ça, on va détester les voir chez les autres et on va avoir plutôt tendance à avoir honte ou à culpabiliser si jamais elles ressortent malgré nous. Et on va du coup dépenser beaucoup d'énergie à les laisser au fond du bus et à éviter qu'elles viennent prendre de la place dans notre vie au quotidien. Une des manières faciles de reconnaître vos sous-personnalités réprimées, c'est quand elles sont déclenchées. Si vous rencontrez quelqu'un qui représente très fort une de vos sous-personnalités réprimées, il y a de grandes chances que ça vous énerve au point que ça soit physique, ça vous hérisse le poil. C'est un signe que vous avez une de ces sous-personnalités-là réprimée. Tout l'intérêt de travailler avec ces sous-personnalités, c'est de se rendre compte qu'en fait, elles sont toutes utiles. Il suffit de les utiliser dans les bonnes proportions et au bon moment. Aucune n'est vraiment mauvaise, même celle dont vous avez le plus honte, même celle pour lesquelles vous culpabilisez le plus. Il s'agit juste de la faire sortir au bon moment. Par exemple, si vous avez tendance à réprimer votre sous-personnalité égoïste et à vouloir être dans l'aide en permanence, à beaucoup servir, beaucoup aider et vous oublier, vous vous rendez bien compte qu'au bout d'un moment, si vous réprimez trop votre sous-personnalité égoïste, vous ne vous serez pas assez ressourcé, nourri et vous n'aurez pas assez récupéré pour pouvoir continuer l'aider des autres. Le travail des sous-personnalités chez mes patients, il est aussi vraiment important parce que c'est un travail qui nous permet bien sûr de mieux nous connaître, mais aussi de pouvoir accepter toutes les parts de nous-mêmes et du coup de pouvoir développer une vraie confiance en soi, une vraie estime de soi. Je ne peux pas avoir une sincère estime de moi si une part de mes sous-personnalités est au fond du bus et que j'essaye juste de les pousser le plus vite possible au loin et de ne pas les regarder. J'ai besoin de reconnaître que j'accepte toutes les parts de moi. Quand vous êtes né, vous aviez toutes ces sous-personnalités en potentiel. Elles étaient toutes là et aucune n'ont été complètement supprimées. Elles ont juste été gardées de côté. Quand vos parents, votre environnement, tout ce qui s'est passé dans votre vie vous a appris que certaines sous-personnalités étaient bonnes et que certaines étaient mauvaises, vous avez appris à en mettre au fond du bus et à en garder devant. Si aujourd'hui vous faites ce travail-là sur vous-même, vous pouvez faire la part des choses et repérer à quel moment elles sont toutes utiles, à quel moment elles prennent trop de place et c'est plus le bon moment, à quel moment elles vous servent et à quel moment elles ont besoin d'être à côté et d'attendre leur tour pour que vous puissiez en profiter au maximum. Dans ce cas-là, vous le ferez avec conscience et amour pour toutes ces sous-personnalités et pas avec honte et culpabilité, pas pour essayer de supprimer une part de vous qui existe et qui a son intérêt. Alors, comment faire concrètement pour travailler avec ces sous-personnalités, pour apprendre à les accueillir? La première chose à faire, c'est d'être curieux, curieuse, d'y penser, de regarder, de s'observer. Qu'est-ce que je mets en priorité? Comment je me reconnais? Quel genre de personne me déclenche? Quel genre de personne m'énerve absolument? Vous pouvez repérer aussi à la fin de la journée qui a conduit le bus aujourd'hui. Qu'est-ce que j'avais comme sous-personnalité que j'ai mis en avant aujourd'hui? Est-ce que j'ai été très professionnelle, mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu du mal à me lâcher justement avec les enfants ou avec mon ou ma partenaire?
Est-ce qu'aujourd'hui j'ai été, finalement très, petite fille et j'ai obéi à tout le monde au travail et j'ai obéi à mon partenaire ou ma partenaire en rentrant et je me suis pas défendue et en fait j'aurais eu besoin d'un petit peu plus, me défendre, poser mes limites et cetera. Et l'important aussi, c'est de savoir quel état m'a fait du bien. Quand j'étais dans cette sous-personnalité-là, à ce moment-là, je me suis sentie bien, je me suis sentie légère, je me suis sentie à ma place, alignée. Quand j'étais dans cette sous-personnalité-là, je sentais que quelque chose n'allait pas, j'étais pas bien, j'étais tendue. Ça va aussi vous indiquer à quel endroit vous êtes par rapport à vos sous-personnalités. Reconnaître les indices des sous-personnalités réprimées, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Ça va vous permettre de repérer quelles sont les sous-personnalités réprimées. Je vais vous donner un exemple. À une période de ma vie, j'avais vraiment énormément réprimé ma sous-personnalité égoïste. Jeune maman, j'avais un enfant qui avait des problèmes, j'avais tendance à vouloir aider tout le monde quand même et maintenir beaucoup d'attentes, etc. Et du coup, à ce moment-là, j'ai rencontré une personne qui représentait vraiment, vraiment la sous-personnalité égoïste pour moi. Elle aidait pas, elle s'occupait beaucoup d'elle-même, elle se préoccupait pas de ce que ça allait avoir comme conséquence sur les autres quand elle décidait de faire quelque chose pour elle, etc. Bon, il y avait plein, plein, plein de paramètres à ça. Parce que j'étais en quelque sorte obligée avec ce qui se passait avec mon enfant qui était malade, etc. Mais aussi parce que j'avais appris que c'était le meilleur fonctionnement et que mon pilote automatique avait un peu repris le dessus. À ce moment-là, quand j'ai vu cette personne-là, j'avais tellement de colère, d'énervement, d'agacement quand je la voyais que je pouvais à peine la regarder dans les yeux. C'était vraiment viscéral, c'était physique. Et donc, à ce moment-là, j'aurais pu simplement me convaincre qu'elle avait tort, parce que objectivement, elle avait tort, c'était pas comme ça qu'il fallait se comporter. Si on faisait tous comme elle, eh ben, rien ne serait jamais fait et on serait tous égoïstes, etc., etc. Mais la réalité, c'est que j'avais du ressentiment et que ça m'énervait autant parce que ça faisait miroir avec ma sous-personnalité égoïste qui était réprimée. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis pas mise à penser que ce qu'elle faisait c'était bien, j'ai pas eu envie de vivre exactement comme elle. Par contre, j'ai commencé à regarder quand je pouvais faire la place à ma sous-personnalité égoïste. Et d'abord, ça passait par regarder la réalité en face, c'est-à-dire qu'une part de moi avait envie de ne pas me préoccuper des autres, une part de moi avait envie de pouvoir être libre et de penser qu'à moi si j'avais envie et de faire que ce que je voulais ce jour-là, à cette heure-là, etc. Du coup, j'ai regardé ce que je pouvais faire à propos de ça. Comment je pouvais nourrir cette sous-personnalité. Et ce que je pouvais faire, c'était un peu plus me reposer, un peu plus me faire plaisir, un peu plus penser à moi, un peu moins parfois faire des choses pour les autres et réussir à protéger davantage mon énergie, dire non, dire que c'était pas ma priorité maintenant, dire que j'avais un besoin de me reposer ou que j'avais envie de faire autre chose à ce moment-là. Et ce simple petit changement, le simple fait d'avoir vu que je pouvais laisser un petit peu plus de place à ma sous-personnalité égoïste, ça a fait que je ne suis pas devenue complètement égoïste, j'ai pas renié toutes mes valeurs, etc., ni la façon dont je voulais vivre ma vie. Mais par contre, quand j'ai revu cette personne, j'ai plus eu besoin d'être stimulée, déclenchée comme ça au niveau nerveux. À la place, je pouvais juste me dire que je pensais pas que c'était une bonne idée de vivre comme elle, mais je pouvais vivre avec ça sans que ça m'énerve, sans que ça me touche personnellement. Quand ça commence à vous toucher personnellement, alors qu'en soi, il n'y a pas vraiment d'enjeu avec vous, directement, elle n'est pas en train d'interagir avec vous et que ça vous cause un problème à vous, il se peut que ça vienne de vos sous-personnalités réprimées et ça peut vraiment valoir le coup d'aller jeter un œil à ça et de regarder comment vous pouvez nourrir cette sous-personnalité un petit peu et un petit peu plus et un petit peu plus jusqu'au point où vous sentez l'équilibre et où vous sentez que vous êtes bien. Une autre chose que vous pouvez faire pour écouter vos sous-personnalités et les rencontrer, c'est d'écouter les ressentis, d'écouter votre corps, d'écouter les tensions, d'écouter la fatigue chronique. On sait maintenant que c'est une vraie énergie physique, ça coûte au cerveau de réprimer des sous-personnalités. Du coup, c'est important de le savoir et de pouvoir faire attention à ça. Est-ce qu'on est particulièrement fatigué alors qu'on n'a pas forcément fait tant d'efforts? Est-ce qu'on est particulièrement fatigué dans certaines situations? Parce qu'en fait, avec certaines personnes, dans certains contextes, on va beaucoup, beaucoup réprimer des choses chez nous. Un autre signe de votre corps ou de votre cerveau, c'est les rêves. Une des choses que je vois souvent avec mes patientes, par exemple, c'est qu'elles vont avoir tendance à rêver d'un ex qui représente plus rien pour elles. En fait, maintenant, elles sont dans leur vie au quotidien quand elles sont réveillées. Elles ne l'aiment plus, elles ont fait le deuil, ça se passe bien. Potentiellement, elles sont avec un autre partenaire ou une autre partenaire et ça se passe très bien aussi, etc. Mais elles vont faire des rêves récurrents à propos d'un ex en particulier. Évidemment, il peut y avoir des liens avec des traumas, des expériences, etc. Mais si on le regarde d'un point de vue analyse transactionnelle, on va se rendre que ce que ça veut dire, c'est pas tellement qu'elles ont envie de retourner avec leur ex, mais qu'elles ont envie de quelque chose qui est représenté par leur ex. Il y avait quelque chose dans cette relation à ce moment-là ou quelque chose que cette personne représentait qui leur manque aujourd'hui. Et du coup, ça leur permet pas de retourner voir leur ex, mais de voir comment dans leur nouvelle relation, elles peuvent amener un petit peu plus ça, comment elles peuvent faire pour nourrir davantage ce besoin et cette sous-personnalité, par exemple, qui a besoin qu'on s'occupe d'elle, qu'on la valorise, etc. Le plus important et ce qui va vous permettre de récupérer au maximum votre confiance en vous et votre estime de vous en travaillant avec les sous-personnalités, c'est de faire la paix
Il faut vraiment arrêter, sortir de la pensée polarisée de certaines sont bonnes, certaines sont méchantes. C'est des choses qu'on vous a sûrement apprises quand vous étiez enfant, ça n'est pas vrai. Au plus vous allez penser comme ça, au plus vous allez détester des parts de vous-même, avoir honte de parts de vous-même, et c'est exactement comme ça qu'on finit sans estime de soi, ou en tout cas avec une très mauvaise estime de soi. Aucune part de vous ne mérite d'être supprimée. Allez chercher à l'intérieur de vous vos sous-personnalités et leurs faces réprimées. Allez les nourrir, écoutez vos besoins et vous verrez que votre confiance en vous va augmenter très rapidement.